des sciences humaines, la narration a retrouvé une place de choix qu'on lui refusait depuis des décennies. De même, la poésie dite narrative s'est complètement renouvelée et retrouve peu à peu la considération des lecteurs. La trajectoire est identique dans la pédagogie des lettres et des langues. Quelque peu boudée pour une efficacité jugée moyenne, c'est le retour au premier plan. Alors, enseigner à travers les histoires, qu'est-ce que c'est? Est-ce un gage de la stimulation pédagogique? Plus précisément, selon l'axe de ces conférences annuelles, le discours narratif par quel biais le discours narratif peut-il libérer l'apprenant? Et selon la thématique de cette édition, comment l'enseignant de langue étrangère peut-il permettre aux voix de ses élèves non seulement de se faire entendre, mais aussi de s'épanouir dans l'apprentissage et de s'y affermir? Je présenterai successivement deux points de vue, le point de vue de l'élève lecteur et le point de vue de l'élève auteur. Quand Aldo Naori répond à cette question que vous voyez à l'écran, pourquoi faut-il raconter des histoires aux enfants? Voilà. C'est une interview qui date évidemment de quelques années maintenant. Il répond à cette question en insistant sur la nécessité du récit dans la construction de l'enfant. Développement de l'imagination, travail sur la réalité sont fondamentaux pour tout être humain. Le dramaturge Joël Pomera, qui était donc l'interlocuteur du pédiatre Aldo Naori lors de cette rencontre, ce dramaturge insiste, lui, sur le plaisir et plus précisément sur le plaisir de la sociabilité. Comme on le voit sur ce schéma, qui reprend donc les types de discours, le discours narratif est relié de part et d'autre donc à l'informatif ici et au discours qu'on appelle expressif. Il est en quelque sorte, le narratif est ici à la croisée des deux, entre informatif et expressif. En quoi cela est intéressant? Eh bien, c'est que, comme vous le voyez sur ces deux visuels, c'est que le discours narratif, c'est le prisme de la perception, de la réalité, d'une part, et son rendu littéraire, comme vous le voyez à droite. Gérard Genette, donc grand théoricien de la narratologie, dans Figure 3, explique que le récit, pour lui, recouvre trois réalités. L'énoncé narratif, tout d'abord, c'est-à-dire sous quelle forme le récit est produit, le contenu de la fiction, c'est-à-dire l'intrigue, et troisième élément, le fait de raconter, c'est-à-dire le conteur. Nous allons parcourir ces trois réalités. Tout d'abord, quelles histoires choisit-on quand on est élève, apprenant, quand on est tout un chacun, tout simplement, et donc quand on est enseignant? Eh bien, c'est en général pour rire, pour rêver. Ce sont les efforts qu'on essaie de faire, notamment à l'attention des plus petits. Ici, ce sont des ouvrages pour le primaire. Dans tous les cas, rire, rêver, le support narratif permet, et c'est ce qu'on attend de lui, il permet l'expression des sentiments et l'évasion. Quelles émotions? Eh bien, le discours narratif, la narration, agit comme une sorte de catharsis, de libération. Le goût pour les histoires qui font peur rappelle, à tous les âges, rappelle les mots d'Aldo Naori tout à l'heure avec
ces analyses sur la nécessité du récit comme étant lié à l'angoisse, à une manière d'évacuer les angoisses. Le rôle du conteur, maintenant, brièvement, je vais vous présenter un projet qui a été mis en place cet automne et cet hiver, par l'APFIS, les rencontres nouveaux auteurs de contes, les RENAC. Voilà, les RENAC 2020. Le principe, c'était de susciter des rencontres entre des élèves ou des étudiants et des auteurs qui ont écrit leur premier conte. Donc, dans ces deux cas, par exemple, Lina Perenova avait écrit jusqu'à tout récemment, jusqu'à son arrivée en Turquie, plus précisément, elle avait écrit de la poésie. Et depuis qu'elle est en Turquie, donc elle est d'origine kazakh et elle est francophone, elle s'est mise à écrire des contes. Même chose ici pour l'invité français qui a écrit son premier conte également. Donc des rencontres ont eu lieu entre des élèves entre des apprenants de différents âges et ces deux auteurs. Un lien a été créé et les élèves ce qui est intéressant, c'est que les élèves se sont beaucoup intéressés à l'origine de ces récits, c'est-à-dire comment l'idée de l'histoire, comment l'idée des personnages sont venus successivement dans la tête et puis sous la plume des auteurs. Donc, les élèves ont été très sensibles à ces questions-là et on atteint ici une dimension du discours narratif qui est la projection. Le discours narratif permet en général assez facilement de se projeter et de créer un lien assez facilement. La motivation des élèves a été très forte à cette occasion et nous avons eu je vous montrerai peut-être après si on a le temps, mais nous avons mis en place tout un dispositif pédagogique qui a permis de travailler les 4 compétences à chaque fois avec ces auteurs. Donc, production écrite, production orale, compréhension écrite, compréhension orale. Donc, on a couvert en 2 ou 3 périodes de cours l'ensemble des compétences d'ELF. Voilà, et juste pour vous montrer que du lien a été créé et que les élèves ont été sensibles à cela. Donc, une correspondance s'est mise en place. Donc, c'est avec des envois de cadeaux de part et d'autre. Donc, voilà, c'était très sympathique. Et les élèves ont aussi été très sensibles à la manière de raconter. C'est ce qui apparaît dans un de leurs mails, dans un des mails qu'ils ont écrits. Ils ont été sensibles à cet aspect-là des choses également. Donc, le conteur, ce n'est pas seulement la narration qui compte, mais c'est aussi quelle voix porte le récit. Avec la pandémie et ces périodes plus ou moins longues d'enseignement à distance, les ressources en ligne gratuites se sont multipliées au profit du discours narratif. Les éditeurs, notamment dans le monde du FLE, ont contribué à cet élan et les enseignants du monde entier ont nourri YouTube, des chaînes YouTube, etc., avec des capsules diverses. Mais ces capsules, dans la majorité des cas, pour les jeunes apprenants, étaient faites de lecture et avec une dimension de lecture-partage, c'est-à-dire les enseignants qui voulaient tout simplement lire une histoire pour leurs élèves à distance, voilà, quand on est en cette situation de séparation. Donc, cela a été le cas dans l'école où j'exerce, hein, Tevfik Fikret Bornova, de la maternelle jusqu'à la 5e. Et les mises en ligne, donc vous voyez ici, vous avez 2 exemples, hein, les premières et les maternelles. Et les mises en ligne de l'année couvrent essentiellement les maternelles, comme la chaîne de Tevfik Fikret Ankara, hein, qui est, vous voyez, la chaîne consacrée à la maternelle.
La chaîne YouTube de Julie Demire, que vous voyez en bas à gauche. Julie Demire, une collègue des écoles Piriris Karchiaka. Cette chaîne YouTube s'appelle Ma boîte à histoire du soir. C'est un très joli mot, un très joli nom. Elle a été créée en ce début d'année seulement, mais elle compte déjà un bon nombre de vidéos et à livres ouverts, ce qui s'est systématisé depuis un an, hein, depuis le début de la pandémie. Les élèves adorent voir le livre en même temps que leur professeur, en même temps que la lecture de leur professeur. Ces ressources gratuites sont constituées donc de nombreux livres audio, de podcasts. Alors, vous voyez, j'ai mis tout un tas d'exemples de sites où on peut trouver ces ressources. TV5 Monde et TV5 Monde, hein, lié à TV, se sont considérablement enrichis également. On compte toujours sur Culture Tech, qui propose tout type de support. Enfin, l'Institut français de Turquie a développé depuis bientôt un an des lectures de contes en ligne. C'est l'heure du conte pour Ankara, à Ankara, pas seulement pour Ankara, justement, à Ankara plutôt. L'heure du conte de Mathilde et Sera à Istanbul et les contes de Nathalie à Izmir. Alors, toutes ces lectures elles sont faites en direct, évidemment, sous forme d'atelier, mais toutes ces lectures sont stockées sur des chaînes YouTube et donc en accès permanent, libre et gratuit. Donc, c'est très intéressant. Et comment dire, les tout jeunes élèves, mais même les élèves un peu plus grands, adorent qu'on leur raconte des histoires, justement. Autre élément aussi qui s'est développé, bon, ce n'est pas lié vraiment à la pandémie, c'est plutôt ces 3-4 dernières années, c'est aborder, donc quand on veut aborder la langue étrangère par sa culture, et ce qu'il faut faire en partie bien sûr, enseigner la grande histoire par ses petites histoires, ou les faits de civilisation par des anecdotes, fixe d'autant mieux le lexique des apprenants. Alors les adaptations FLE, sous forme de livres et de vidéos, donc plus ou moins simplifiées selon le niveau de langue et selon l'objectif d'ELF, sont en plein développement dans ce domaine et c'est un vrai plaisir. Donc ce visuel pour aborder un point qu'on va développer maintenant, c'est que le livre est avant tout le récit, la narration, sont avant tout faits pour stimuler l'imagination des apprenants. Alors, arrêtez de raconter des histoires. Pourquoi ce titre? Donc, raconter des histoires, cela veut dire aussi raconter des salades, raconter des mensonges. La création de situations de communication réelles est gage d'un gain de motivation pour la lecture chez tout apprenant. Alors, plutôt que de miser sur la curiosité devant une couverture d'album ou sur l'enthousiasme des premières lignes, on peut tout simplement arrêter de raconter des histoires aux élèves en leur promettant monts et merveilles à propos d'un livre et plutôt chercher à les ancrer dans une situation de communication réelle qui est la leur. Par exemple, une des situations de communication qu'on peut prendre avec les élèves, même les petits, c'est le problème de la densité des programmes académiques. Comment va-t-on faire pour tout lire? Ainsi, une lecture peut être répartie entre plusieurs groupes dans une même classe, avec des rôles définis, et cela quel que soit l'âge, là encore, dès le niveau 3 et même peut-être 2, cela fonctionnerait. Puis chaque groupe va lire sa part de lecture, il va la rapporter aux autres, il va raconter aux autres ce qu'il a lu, ou bien, si on est sur des petits niveaux, il va aussi pouvoir la dessiner.
Ou bien encore, chaque groupe va restituer sa lecture sous forme de résumé ou sous forme de vignettes dessinées, selon le niveau d'apprentissage, là encore. Puis en commun, on pourra reconstituer la totalité de l'histoire à la manière d'un puzzle dont les pièces sont faites ou de petits textes ou de dessins ou d'images. L'autre avantage d'une telle stratégie est que les modalités d'évaluation sont toutes trouvées. Enfin, cette stratégie pédagogique met l'accent sur la différenciation. L'accès à la lecture se fera pour chacun selon son aisance et selon ses propres capacités du moment. Autre question liée, gérer une lecture en classe est un défi, mais présente bien des avantages, y compris en classe virtuelle. Les temps de pause offerts par de brèves lectures silencieuses en autonomie peuvent contribuer au tempo des cours. Et les lectures dynamiques en groupe, classe, peuvent se transformer en véritables jeux. Ainsi, le changement de lecteur à chaque signe de ponctuation, ou bien à chaque apparition de la notion étudiée, temps verbal, adjectif, etc., on peut adopter, dynamise complètement le temps de lecture. On peut évidemment créer des défis, des petits concours, des gages à celui qui ne prend pas son tour de parole. Car bien souvent, il faut bien le reconnaître, lire pour les élèves, c'est toute une histoire. Surtout quand il faut lire toute une histoire, justement dans l'autre sens de l'expression. Alors que faire? La lecture partielle est possible et tout à fait défendable à mon avis. Alors sans aller jusqu'à arracher les pages des livres, comme dans le cercle des poètes disparus, sur les niveaux de lycée, une lecture peut se faire en passant, dans un premier temps, les passages de description, les passages descriptifs. L'accent sera mis en première lecture sur l'action et sur ses péripéties, tout en ménageant la sensibilisation à la littérature. Ce qui est essentiel dans un second temps, c'est d'amener chacun à comprendre pourquoi il a accroché au livre, il faut aussi le faire entrer dans l'analyse du texte narratif et l'amener à s'interroger, à revenir petit à petit en boucle sur les passages de description. Ceux-ci, les passages descriptifs, je pense donc évidemment aux romans du 19e notamment, pourront être dessinés ou peints d'ailleurs pour mieux laisser apparaître en quoi ils sont essentiels au récit. Une telle approche partielle permet également d'adapter un livre aux objectifs linguistiques poursuivis. Ça, c'est le point de vue de l'enseignant, évidemment. Cette méthode de lecture ou de traitement de la lecture pour un livre entier répond aussi à l'ennui fréquent des apprenants face à une somme écrite en langue étrangère. Elle est également une solution en cas de blocage face à la lecture. En général, ce qui arrive, des élèves, surtout avec la nouvelle génération, peuvent être rebutés à l'idée de lire un livre assez épais. Et cette méthode permet de régler ce genre de blocage. Lire sans ennui, c'est effectivement l'enjeu, surtout pour des profils hyperactifs. Et la stratégie, la stratégie pédagogique, c'est de transformer l'ennui en une impatience toute légitime. L'impatience qui anime tout lecteur dans sa démarche. Les adaptations de classiques de la littérature, que ce soit en film ou en bande dessinée, sont des manières plaisantes d'accompagner la lecture, notamment en langue étrangère. Et toutes ces adaptations se développent aussi considérablement ces dernières années. Dans tous les cas, toute stratégie est gagnante si chaque apprenant parvient à une compréhension globale du livre, car la gratification est là. C'est très valorisant pour l'élève d'arriver
de parvenir à cet objectif-là. Faire monter le suspense, miser sur les polars des éditeurs FLE, en plein développement également, permettent d'accrocher le public adolescent, de répondre à l'impatience de ses lecteurs. Le corpus de texte de l'inspecteur Lafouine, que vous voyez ici sur la droite, permet de répondre à cela en respectant, si l'on respecte bien la progression dans la difficulté, parce que c'est un corpus de textes très intéressant, très riche, mais qui s'appuie sur des niveaux de langue assez différents. Donc ce corpus de texte capte bien l'attention en général. Hein. Pour rappel, le principe est de trouver le coupable, c'est-à-dire qu'on n'a pas la solution, il manque en général la fin. Il faut trouver le coupable, et sachant que tous les indices sont dans le texte. Donc c'est pareil, ce sont des récits brefs, avec un petit suspense et un petit enjeu à la fin. Donc évidemment, tous les défis, tous les concours sont possibles en groupe classe. En général, c'est assez plaisant, et surtout, cela permet de travailler la compréhension de détails, c'est-à-dire d'entrer dans la narration. On parlait tout à l'heure de l'approche globale d'un récit, d'un objet livre. Là, il s'agit aussi de faire entrer les apprenants dans le détail de la narration, ce qui n'est pas évident non plus. Alors, autre élément moteur de motivation, eh bien, c'est ce petit visuel-là. Le conte est un espace où le mensonge devient délice, où la vérité n'est plus ce qu'elle était. Méfiez-vous des histoires et méfiez-vous du conteur. Et c'est l'axe que je vais développer maintenant est très motivant, très porteur en matière de production orale et production écrite. C'est celui de mensonge ou vérité, puisque toute histoire est une fiction. Le récit est avant tout fiction. Et le conteur est avant tout menteur. Donc l'art du mensonge peut servir la visée pédagogique liée à la narration. Les exploitations sont riches pour tous les jeunes apprenants comme pour les plus grands, et plusieurs activités ludiques sont possibles. Les jeux, tout d'abord, comme mensonge ou vérité. Alors oui, voilà, ici tous les âges, hein, toutes ces pratiques pédagogiques marchent quel que soit l'âge. Puisque cela renvoie aussi, donc il y a les mensonges de l'enfant, les mensonges caractéristiques de l'adolescent, etc. Donc les jeux, tout d'abord, comme mensonge ou vérité. Dès la 7e, par exemple, des élèves peuvent chercher une histoire assez incroyable dans les rubriques de faits divers. Chacun à son tour, alors comment procède-t-on? Chacun à son tour, on raconte son histoire, on raconte sa petite histoire, le mieux possible, évidemment, et le public doit choisir entre mensonge ou vérité. Donc, on peut varier les finalités en faisant des petits défis, des petits concours. On peut moduler aussi les techniques de vote, soit à main levée si on est en présentiel ou en distanciel. On peut, en distanciel, voter dans le chat, ou bien en faisant des petites affichettes, vérité, mensonge, etc. Donc, et vous avez le principe du jeu, le défi bluff, où là, on raconte, on est censé faire de l'autobiographie. Il m'est déjà arrivé de mensonge ou vérité. Vous avez aussi pour les modalités de vote, toutes les roues, on en parle beaucoup depuis plusieurs mois, toutes les roues en ligne qui permettent des tirages au sort et des systèmes de vote. Mensonge ou vérité peut s'adapter au niveau 3, 4, 5, 6, hein, avant le niveau 7, bien sûr. Par exemple, à partir des éléments extraordinaires de la nature,
On peut aussi soutenir les élèves hein, dans un tel contexte en donnant un petit corpus par équipe d'élèves pour qu'ils puissent construire leurs histoires. Si l'on veut sensibiliser au thème du mensonge en amont, on pourra s'appuyer sur plusieurs lectures selon les âges. Vous en avez ici un exemple, jusque donc des petits au préado. Voilà, et vous avez ici donc un exemple d'exploitation pédagogique. Donc ça, c'est sur ce site. C'est un site quasiment consacré à l'exploitation pédagogique du mensonge. Donc vous voyez ici tout le travail lexical qui est fait. Il y a vraiment des fiches d'activité, etc. Il y a beaucoup de choses. Autre fil narratif stimulant pour l'imagination et pour l'expression à l'écrit ou à l'oral, c'est celui de la rumeur. Alors, plus adapté au niveau B, B1, B2, bâtir une narration autour de la rumeur permettra l'utilisation de travailler sur les formes du discours rapporté. Travailler sur la rumeur permettra aussi de travailler sur le conditionnel. À noter là-dessus aussi à propos en ce qui concerne la rumeur, que ce qui est intéressant, c'est d'exploiter la dimension interculturelle, qui peut être une accroche amusante en amorçant les choses sur le dedikodou turc, ou plus sérieusement, en faisant des parallèles entre les systèmes de temps verbaux turcs et français dans une démarche de grammaire comparée. Le discours narratif se met parfois donc vous avez aussi, voilà, pour ce qui concerne les mensonges ou la rumeur, mensonge ou vérité, vous avez les histoires drôles et les histoires à dormir debout. Deux autres fils qu'on peut tirer et utiliser. Le discours narratif se met parfois au service de l'argumentation. Et c'est une voie à exploiter pour les niveaux B1 et surtout B2. Donc ici, on peut développer des matchs de performance, des matchs d'improvisation, où on va raconter une histoire, mais où il va s'agir de convaincre et d'être orateur. Il y a aussi un autre élément que je trouve intéressant pour le niveau plutôt B2. C'est ce qu'on appelle, dans le domaine du marketing, le storytelling. Il s'agit d'utiliser, c'est une stratégie qui consiste à utiliser le discours narratif dans un but de communication, dans une stratégie de communication. Et ce storytelling, qui est on trouve beaucoup de ressources sur Internet, qui n'est pas adapté encore à ma connaissance hein, à l'enseignement de la langue, à l'enseignement de la langue française ou d'une autre langue, mais je pense que c'est une source d'inspiration et qu'il peut donner matière à des productions très intéressantes. Je pense que ça peut être très stimulant pour les apprenants et ça peut leur donner aussi des situations de communication très proches de la réalité. Ainsi, on peut imaginer des récits pour illustrer des valeurs civiques ou des valeurs morales. Je pense, là, je ne l'ai pas mis, mais je pense par exemple au hérisson, au conte du hérisson qui ne piquait pas, le conte du hérisson qui défend les valeurs de l'amitié, de l'ouverture sur l'autre. Donc ce sont des choses comme ça, des petits contes moraux notamment. Le récit peut aussi passer par la narration de soi. Le journal intime fait bien sûr partie des textes narratifs. Vous avez donc ici quelques exemples de genres qui relèvent du discours narratif. Mais aujourd'hui, d'autres canaux sont utilisés pour se raconter,
pour se rencontrer aussi, et donc pour se raconter. SMS, réseaux sociaux, blogs, messages vocaux, autant de situations de communication directement exploitables dans l'apprentissage d'une langue étrangère. La narration de soi pour grandir, idée chère à Boris Cyrulnik et à la théorie de la résilience, certes, et un gain d'assurance par un ancrage ferme dans la découverte d'une langue extérieure de prime abord à sa sphère intime. Recourir à l'altérité pour mieux se connaître, se découvrir par la rencontre avec l'autre, c'est aussi tout simplement par la conversation, où chacun, parfois d'ailleurs, se réinvente peu à peu. Là, je vais revenir juste un petit peu. Conversation ou également l'interlocuteur, vous voyez ici c'est le schéma narratif canonique, où l'interlocuteur se fera souvent sa propre histoire de celle qu'il entend. Donc l'écart entre se raconter, entre ce qu'on se raconte, ce qu'on raconte à l'autre et ce que l'autre comprend. Je reviens ici, donc l'idée c'est de créer, c'est que la situation de communication soit vraiment réelle et qu'il y ait le partage au cœur de l'élaboration de l'histoire, hein, et que l'on parle de soi volontiers, qu'on raconte sa vie, etc. L'entame étant allez raconte. Pour tout âge et pour tout niveau d'apprentissage, le rituel de conversation est un moment clé du cours. Il scelle un lien avec l'enseignant, il fédère le groupe classe. Et que fait-on? Eh bien, on raconte, on se raconte. Selon les temps verbaux en cours d'études, ça c'est le travail du prof d'établir cela. Donc on parle de quoi? Soit de ce qu'on a fait la veille, si on étudie le passé, soit de ce qu'on fera le lendemain, si on étudie le futur, soit de ce qu'on s'imagine que l'on ferait si on étudie, voilà, à partir du B1, les systèmes de l'hypothèse. C'est d'abord une histoire, et je crois que quel que soit l'âge, mais même les apprenants adultes, on est tous friands de l'histoire que va nous raconter le professeur. C'est d'abord une histoire, celle de la vie de chacun. Autre veine à exploiter pour stimuler la production écrite et orale à partir du narratif et avec de la production narrative, ce sont les détournements, c'est-à-dire réinventer les situations évoquées dans un récit. C'est aussi inverser les rôles, comme c'est le cas ici avec le petit chaperon loup, ou bien raconter la même histoire, mais vue par un autre personnage. Raconter une histoire peut aussi passer par le dessin. Pour les niveaux de FLE dits très précoces, c'est-à-dire avant la maîtrise de l'écriture, de la lecture, une frise murale, par exemple, donne raccord à un récit formulé oralement. De même, un assemblage de dessins ou des puzzles plus ou moins grands. Les enjeux ici sont de stimuler l'imagination, de débuter un travail sur la structuration de son discours et surtout de fixer un corpus lexical et des structures langagières en cours d'étude. La stimulation du récit peut s'appuyer sur divers outils. Les dés, alors vous avez les dés à raconter, vous avez ici voilà, les dés à raconter, les lampes à projection, les tapis à histoire, par exemple, toujours avant la maîtrise de l'écrit. Vous avez donc des jeux divers, de cartes, etc. Ce que je trouve aussi particulièrement intéressant, c'est le principe de la boîte à histoire.
alors, soit il y a une boîte à histoire par groupe classe, soit chaque apprenant fabrique sa boîte à histoire, mais c'est très ludique et c'est modulable à souhait. Et quand l'apprenant conçoit sa propre boîte à histoire, il garde aussi le souvenir de toute son année scolaire passée, comme un portfolio en quelque sorte. Voilà, et vous avez ensuite divers jeux. Voilà, on peut aussi raconter avec ses mains, faire participer le corps dans le récit et ouvrir sur la voie du théâtre. Au final, enseigner à travers des histoires, c'est libérer l'apprenant en lui permettant de s'exprimer, quel que soit son âge, trouvant des mots pour ses émotions, s'identifiant à des personnages, rencontrant des situations en écho à sa vie propre. On s'approprie peu à peu la langue étrangère. Pinocchio renverra à ses mensonges ou bien à ses rêveries, Aladdin à ses désirs ou à ses rêves. Chacun poursuivra dans sa vie d'apprenant chacun poursuivra sa vie d'apprenant avec en bagage sa bibliothèque, en francophone pour ce qui nous concerne, autant de strates de lecture dans son bagage pour la vie, autant d'imprégnation gagnées à tout jamais et qui l'accompagneront dans son cheminement. Il m'est déjà arrivé de conclure sur cette formule de Paul Ricoeur qui m'est chère et que vous pouvez lire à l'écran. Donc c'est surtout voilà, hospitalité langagière donc, où le plaisir d'habiter la langue de l'autre est compensé par le plaisir de recevoir chez soi, dans sa propre demeure d'accueil, la parole de l'étranger. Et je crois que enseigner à travers des histoires, c'est être particulièrement attentif à cette réciprocité de l'hospitalité langagière, telle que Ricoeur l'a définie. L'enjeu, somme toute, de la stimulation pédagogique de l'enseignement d'une langue étrangère. Merci beaucoup. Alors, Madame Lévin, merci beaucoup. Nous vous remercions pour toutes ces informations précieuses que vous nous avez partagées. Vous avez abordé la narration d'une histoire et ses avantages stimulants dans la pédagogie. Oui, j'espère que, je suis sûr que nous en avons tiré beaucoup de profit. Je vous remercie une fois de plus. Et je vous remercie, c'était un très beau sujet, hein, c'était un des sous-axes que vous aviez proposé. C'est un très beau thème. Oui. Et sur chat, Victoria Erol a partagé un site web. Il était une histoire.com. Ça aussi, c'est une bonne ressource. Oui, tout à fait. Bon. Et chers participants, si vous avez des questions à poser, vous pouvez poser vos questions à Madame Marie-Valérie. En attendant, je vous montre juste donc, les activités pédagogiques qui ont été mises en place et données aux collègues qui sont disponibles. Bon, je les ai transmis par mail, mais qui sont disponibles, je pense que c'est sur Facebook aussi. Donc tout le monde peut y avoir accès. Donc on part de l'image au départ. Ensuite, il y a une vidéo, c'est l'incipit du récit qui est sous forme de compréhension orale. Le niveau ici, c'est à partir de A2.
Donc voilà, on a ensuite de la... Voilà, tout ça, c'est compris. Alors ensuite, voilà, on aborde des questions de langue aussi. Les conjugaisons du troisième groupe qu'on entend. Donc on révise aussi cela. La préparation de la rencontre avec cet auteur, Lina Perinova. Avec les outils, bon, ben, pour le distanciel, donc soit Framapad. On a aussi ici, à cette occasion, donc on a fait des petits concours dictés de dessin en utilisant Sketchtoy. Et cela a permis aussi d'envoyer des dessins souvenirs aux auteurs. Et ensuite, un prolongement en production écrite, c'est un texte d'imitation. Là, ici, c'était les parfums qui nous... Les, comment dire, le parfum lié aux maisons familiales, aux maisons des grands-parents. Et alors, c'était très touchant dans le contexte, puisque, comme évidemment nos élèves ne peuvent pas beaucoup voir leurs grands-parents, c'était assez touchant, parce qu'il y a eu tout ce travail de remémoration, suscité par le texte et ensuite prolongé à l'écrit. Donc voilà pour le deuxième auteur, à peu près le même principe. Avec des textes aussi de type informatif pour à propos du vocabulaire du livre. Je m'arrête quand vous voulez parce que je parle peut-être trop. Écoutez, merci beaucoup à vous. Bon, tout ça, ce sont de très bons exemples, mais nous travaillons personnellement, nous travaillons, la plupart de nous, on travaille dans des écoles où enseignent le français comme deuxième langue étrangère. Et on a tous besoin, je pense, on a tous besoin des heures supplémentaires, des heures du club, des heures d'atelier pour donner plus de place à la narration d'une histoire, je pense. Oui, oui, oui. Et, bon, puis c'est vrai qu'avec le contexte actuel, c'est assez difficile. C'est ce qu'on fait nous aussi, on développe des ateliers, alors soit lecture, où on en profite aussi, c'est pareil, bon, j'avais enlevé ce point de ma communication, mais on profite de la lecture pour travailler sur la phonologie, c'est-à-dire qu'on travaille la prononciation et la phonologie avec plaisir au niveau du primaire. Ensuite, c'est des lectures suivies, c'est-à-dire qu'en cours, on n'a quasiment plus le temps de lire, donc les lectures sont faites en autonomie à la maison et systématisées le week-end. Voilà. Mais c'est sûr qu'on court après les heures, bien entendu. Ouais.